Imaginez-vous debout sur la terre ferme, l'eau tout autour de vous, sans nulle part où aller. Pourtant, c'est l'île elle-même qui vous condamne. Des sols radioactifs, des marécages qui ont englouti des armées entières en une seule nuit. Un rocher où le dernier homme a refermé la porte derrière lui pour ne jamais revenir. Il ne s'agit pas de légende. Chaque lieu sur cette liste est bien réel. Chaque mort, documentée. 10 îles, 10 types de pièges distincts. C'est parti. En 10e position, nous avons un endroit qui ne vous tue ni par le venin, ni par les radiations. Elle vous tue par quelque chose de bien plus subtil et de bien plus terrifiant. La distance. Tristan da Cunha est l'île habitée la plus isolée de la planète, pas au sens poétique du terme, au sens purement mathématique. La Terre la plus proche est l'île de Sainte-Hélène, à 2700 km de là. Le continent le plus proche, à presque 3000. Il n'y a pas d'aéroport, aucun moyen d'arriver ou de partir par les airs. La seule connexion avec le monde extérieur est un navire de pêche qui effectue le voyage une poignée de fois par an, si le temps le permet. Et ici, le temps le permet rarement. L'île est située au beau milieu de l'Atlantique Sud, là où deux des courants océaniques les plus violents du monde se rencontrent. La mer, autour de Tristan da Cunha, n'est pas celle que vous imaginez lorsque vous fermez les yeux. Elle est grise, lourde et implacable. Ici, les vagues ne roulent pas, elles s'effondrent. Les vents dépassent couramment la force d'un ouragan sans que personne ne le qualifie d'ouragan, car à Tristan da Cunha, c'est tout simplement un mardi comme les autres. Historiquement, les marins appelaient ces latitudes les 40e rugissants et les 50e furieux. Et ces noms n'étaient pas usurpés. Environ 250 personnes vivent sur l'île aujourd'hui. Ils sont les descendants d'un petit groupe de colons, de survivants de naufrages et de quelques soldats restés après les guerres napoléoniennes. Parce que la population a toujours été petite et isolée, toute l'île partage seulement 8 noms de famille. Tout le monde est lié à tout le monde. Il y a le seul médecin, le seul dentiste, qui vient occasionnellement. Un petit hôpital qui peut gérer les urgences de base et presque rien d'autre. Imaginez maintenant ce qui se passe quand quelque chose tourne vraiment mal. En 1961, le volcan de l'île, oui, il y a un volcan actif, car bien sûr, comment pourrait-il en être autrement, a commencé à montrer des signes d'éruption. Des fissures sont apparues dans le sol. La terre a commencé à trembler. Toute la population de l'île a dû être évacuée. Ils ont été emmenés au Royaume-Uni, un pays que la plupart d'entre eux n'avaient jamais vu. Une culture entièrement étrangère à tout ce qu'ils connaissaient. Ils ont été logés dans des villes anglaises, entourés de millions d'étrangers, de circulation, de bruit et d'un monde qui avançait à une vitesse qu'ils n'avaient jamais expérimentée. La plupart d'entre eux sont retournés à Tristan da Cunha dès qu'ils y ont été autorisés. Ce détail en dit plus sur cette île que n'importe quelle autre chose. L'isolement s'était tellement profondément ancré dans leur identité que le monde moderne leur semblait plus menaçant qu'un volcan en activité. Ils ont choisi le rocher. Ils ont choisi la mer grise et les vagues qui s'effondrent, et les 8 noms de famille, et le seul médecin. Si vous tombez gravement malade à Tristan da Cunha, le processus d'évacuation commence immédiatement. Mais immédiatement signifie très peu de choses quand l'hôpital le plus proche est à plusieurs jours de mer et que la météo décide si un navire bouge ou non. Il y a eu des cas où les évacuations médicales ont pris plus d'1 semaine pour être menées à bien. Une semaine d'océan ouvert
de houles violentes et d'incertitudes, avant même d'atteindre un médecin capable de vous diagnostiquer correctement. L'île n'a pas de port naturel. Les navires jettent l'ancre au large et les passagers sont acheminés à terre dans de petites embarcations ouvertes. Dans des conditions difficiles, ce qui est le cas la plupart du temps, ce transfert seul est réellement dangereux. Des personnes ont été blessées. La mer ne fait pas d'exception pour les urgences médicales. Et pourtant, les lumières sont allumées. Les enfants vont à l'école. Les pêcheurs partent le matin. La vie continue, comme elle le fait depuis plus de 200 ans, sur le point habité le plus isolé de la planète. Il y a quelque chose de profondément dérangeant dans un endroit où la survie n'est pas dramatique. C'est simplement une condition quotidienne. Pas d'explosion, pas de prédateurs, pas de poison. Juste la certitude permanente et absolue que si quelque chose tourne mal, vous êtes seul. L'océan s'en moque. Le vent s'en moque. La ville la plus proche est si lointaine qu'elle pourrait aussi bien être sur une autre planète. Tristan d'Acunha n'annonce pas son danger. Elle existe simplement, silencieusement, à la limite de tout, et attend. Les gens qui regardent des vidéos comme celle-ci sont souvent ceux qui veulent véritablement comprendre le monde dans ses extrêmes. Et c'est une chose rare. Alors, voici une question pour vous. Pourriez-vous vivre ainsi, coupé de tout, là où l'aide la plus proche est à 1 semaine de mer? Écrivez votre réponse dans les commentaires. À la 9e place, nous trouvons un endroit qui ressemble, à première vue, à un tableau. Une étroite tour de béton s'élevant d'un rocher déchiqueté au milieu de la mer. Les vagues s'y écrasent de toutes parts. Ni plage, ni abri, ni terre en vue. On dirait un rêve. De près, c'est un cauchemar. Le rocher d'Aniva se dresse au large de la pointe sud de l'île de Sakhaline, dans la mer d'Okhotsk, l'une des étendues d'eau les plus sujettes aux tempêtes de la planète. Le phare a été construit en 1939 sous administration japonaise en utilisant le travail forcé. Les ouvriers étaient amenés sur le rocher. On leur donnait des outils et on les laissait là pour construire un bâtiment sur une surface que l'océan tente de récupérer chaque jour. La construction seule a duré des années, dans des conditions qui étaient, à tout point de vue raisonnable, inhumaines. Le phare est cylindrique, haut de 9 étages, construit directement dans le rocher. Il n'y a pas de fenêtres aux niveaux inférieurs, car les fenêtres seraient tout simplement détruites. Les murs sont suffisamment épais pour absorber les assauts de la mer, ce qui est considérable. Les vagues, lors des tempêtes hivernales ici, atteignent des hauteurs qui donnent à la structure l'air fragile, même si elle a été conçue spécifiquement pour endurer ce châtiment. Pendant des décennies, une petite équipe de gardiens de phare soviétiques a vécu à l'intérieur. Les relèves étaient rares. Les provisions arrivaient par bateau quand la mer le permettait. Il y avait de longues périodes, surtout en hiver, où aucun navire ne pouvait s'approcher. Les hommes à l'intérieur observaient les tempêtes depuis les niveaux supérieurs, sachant que le monde, au-delà des vagues, était tout simplement inaccessible. Non pas métaphoriquement, physiquement. C'est l'eau qui décidait, pas eux. Imaginez passer 4 mois sur un pilier de béton de 9 étages, entièrement entouré par l'océan ouvert. Le bruit ne cesse jamais. La structure vibre par gros temps. Vous sentez la mer dans les murs, dans le sol, jusque dans vos os. La ville la plus proche est à des heures de bateau, par temps calme. Et les jours calmes sont l'exception, pas la règle. L'Union soviétique a finalement automatisé le phare et retiré l'équipage.
Puis l'automatisation est tombée en panne. Puis, personne n'est venu la réparer. Le phare s'est éteint et est resté éteint. Aujourd'hui, la structure est vide, lentement rongée par la rouille, le sel et le temps. L'intérieur est vidé. L'équipement a disparu. Ce qui reste est la coquille vide d'un endroit où des êtres humains ont jadis passé des années de leur vie dans des conditions d'isolement quasi total, entourés par l'une des mers les plus enragées de la Terre. Aujourd'hui, des gens se rendent au rocher d'Aniva, en hélicoptère, car s'approcher en bateau reste réellement dangereux, même en été. Ils prennent des photos de la rouille, du verre brisé et des pièces vides. Puis ils partent rapidement, car la fenêtre météo se referme toujours. Quelque part dans ces corridors vides, il y a le poids de toutes ces années. Les gardiens qui ont observé les tempêtes, ceux qui ont compté les jours, celui qui est finalement sorti le dernier, a refermé la porte derrière lui et n'est jamais revenu. Le phare est toujours debout, à peine. La mer est patiente. La 8e place est occupée par une histoire qui commence avec l'un des plus grands voyages de l'histoire de l'exploration et se termine sur un rocher gelé aux confins du monde. Vitus Bering était un navigateur danois au service de l'Empire russe. En 1741, après des années de préparation et des milliers de kilomètres parcourus à travers la Sibérie, il atteignit enfin les eaux entre l'Asie et l'Amérique du Nord, des eaux qui portent aujourd'hui son nom. L'expédition fut un triomphe de l'ambition humaine. Le voyage de retour, lui, fut une toute autre histoire. Son navire, le Saint-Pierre, fut ballotté par les tempêtes pendant des semaines. L'équipage fut décimé par le scorbut, une maladie qui ne tue pas vite. Elle démantèle le corps lentement, douloureusement, au fil des semaines. Les gencives se désagrègent, les articulations gonflent, les vieilles blessures se rouvrent. Des hommes qui semblaient fonctionnels le matin étaient incapables de bouger le soir. Au moment où le Saint-Pierre s'échoua sur les côtes d'une île inconnue en novembre, l'équipage était à peine capable du moindre mouvement. L'île n'offrait rien d'accueillant. Pas d'arbres assez hauts pour s'abriter. Pas de nourriture fraîche. Des températures qui descendaient bien en dessous de zéro à mesure que l'hiver s'installait. Les hommes creusèrent des trous dans le sable et les couvrirent avec des toiles de voile et tous les débris qu'ils pouvaient ramasser. Ce n'étaient pas des abris, c'étaient des tombes pas encore remplies, ou du moins, c'est ce qu'ils ont dû ressentir. Bering lui-même était déjà mourant. Il avait 60 ans, affaibli au-delà de tout espoir de rétablissement, et il le savait. Les récits historiques le décrivent allongé dans une fosse creusée dans le sable, trop malade pour bouger. Le sable des parois le cessait de s'effondrer autour de lui. Ces hommes, trop faibles pour faire grand-chose, ne purent l'arrêter. Il mourut en décembre 1741, partiellement enseveli, sur une île qu'il n'avait jamais eu l'intention de trouver. L'équipage survivant passa 9 mois sur cette île. 9 mois d'hiver arctique, suivis d'un printemps bref et froid. Ils n'avaient aucun moyen de contacter le monde extérieur. Personne ne savait où ils se trouvaient. Ils chassèrent des loutres de mer et des phoques à fourrure. Des animaux qui n'avaient jamais rencontré d'humains et ne montraient aucune peur, ce qui fut la seule clémence que l'île leur offrit. Ils mangèrent, ils récupérèrent lentement. Et puis, ils firent quelque chose de remarquable. À partir de l'épave du Saint-Pierre, ils construisirent un vaisseau plus petit. Pas un grand navire, un bateau modeste,
et fonctionnel. Mais cela fut suffisant. En août 1742, 46 survivants reprirent la mer depuis l'île. Ils atteignirent la péninsule du Kamtchatka et livrèrent leurs cartes, leurs journaux de bord et la nouvelle de ce qui se trouvait de l'autre côté des eaux. L'île fut plus tard nommée d'après Bering. Sa tombe s'y trouve. Une simple stèle sur une côte balayée par les vents, à l'extrême limite de la Russie, là où commence le Pacifique. Ce qui rend l'île Bering terrifiante, ce n'est pas le drame, c'est l'arithmétique. 46 hommes sont repartis de cette île. Un nombre bien plus important y était arrivé. La différence entre ces chiffres représente 9 mois de froid, de maladie, de faim et du désespoir particulier de ne pas savoir si quelqu'un viendrait un jour. Ils n'avaient aucune raison de croire qu'un secours arriverait. Parce que personne ne savait qu'il fallait envoyer des secours. Auriez-vous pu survivre 9 mois sur une île gelée, avec pour seul recours des débris et votre seule volonté? Écrivez-le en commentaire. Je suis vraiment curieux. 7e place. La plupart des îles de cette liste sont dangereuses à cause de ce qu'elles abritent. Barsa Kelmès, elle, l'est à cause de ce qui n'y est plus et de ce qui y fut. Son nom vient de la langue kazakh. Selon les dialectes, il se traduit soit par « le lieu de non-retour », soit par « si tu y vas, tu ne reviendras pas ». Ce n'est pas un nom inventé par des auteurs d'horreur ou des professionnels du tourisme. C'est ainsi que les habitants ont désigné cet endroit pendant des siècles, bien avant que quiconque ne songe à en explorer les raisons. Barsa Kelmès se situe dans ce qui fut autrefois la mer d'Aral, l'un des plus grands lacs du monde, chevauchant la frontière entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Au cours des années 1960, des ingénieurs soviétiques ont détourné les fleuves alimentant la mer d'Aral pour irriguer des champs de coton à travers l'Asie centrale. La décision fut prise à Moscou. Les conséquences sont apparues d'abord insidieusement, puis avec une violence subite. Au fil des décennies suivantes, la mer commença à s'évaporer. Elle a diminué de plus de 90%. Les navires qui naviguaient autrefois sur ces eaux se sont retrouvés échoués au milieu de ce qui est devenu un désert de sel. Des coques rouillées, gisant sur un sol aride, à des kilomètres de toute source d'eau, tels des monuments à l'une des plus grandes catastrophes environnementales de l'histoire humaine. Barsa Kelmès, jadis une île à part entière abritant des forêts, une faune sauvage et une réserve naturelle soviétique, est devenue quelque chose de plus difficile à catégoriser. À mesure que l'eau se retirait, elle n'était plus véritablement une île, mais elle n'était pas non plus un continent. Elle s'est transformée en une péninsule de terre empoisonnée, cernée par des étendues de sel et les fantômes d'une mer. La réserve naturelle avait été créée en 1939, refuge pour des espèces rares d'antilopes et d'autres animaux sauvages. Des scientifiques y travaillaient, des chercheurs s'y rendaient, et certains d'entre eux ont rapporté des phénomènes difficiles à expliquer. Les témoignages divergent, mais plusieurs membres d'expéditions de l'ère soviétique ont documenté un phénomène constant et profondément étrange. Une distorsion de la perception du temps. Des personnes ayant passé quelques jours sur l'île ont rapporté avoir eu l'impression d'y vivre des semaines entières. D'autres ont décrit l'inverse. Arrivés, ils menaient à bien un travail qui leur semblait court, pour découvrir ensuite que bien plus de temps s'était écoulé que ce que leur perception leur avait suggéré. Ces rapports furent classés, notés, puis en grande partie mis de côté, car l'établissement scientifique soviétique avait une patience limitée face aux phénomènes qu'il ne pouvait pas mesurer.
Savoir si ces récits reflètent une anomalie authentique, un stress psychologique ou simplement la désorientation liée au travail dans un isolement et une chaleur extrême est impossible à dire avec certitude. Ce qui est certain, c'est que le nom précédait de plusieurs siècles chaque expédition soviétique. Les nomades kazakhs qui ont nommé cet endroit n'avaient ni données satellitaires, ni instruments scientifiques. Ils avaient l'expérience. Et leur expérience leur disait que les personnes qui s'y rendaient ne revenaient pas toujours, et que celles qui revenaient n'étaient pas toujours tout à fait les mêmes. Aujourd'hui, Barsak Elmès est une terre désolée. L'air transporte de fines particules de sel et des résidus de pesticides, vestiges des produits chimiques agricoles qui se sont déversés dans la mer d'Aral pendant des décennies et se sont déposés sur son lit à mesure que l'eau disparaissait. Respirer l'air de la région autour de l'ancienne mer a été lié à de graves maladies respiratoires. Les communautés les plus proches affichent certains des taux les plus élevés de certaines maladies de l'ex-Union soviétique. L'île autrefois cernée par les eaux est désormais entourée par le silence. Un silence plat, blanc, chimique, qui s'étend dans toutes les directions. Pas de vagues, pas d'oiseaux, aucun mouvement. Juste le nom, toujours là, toujours juste. Le lieu de non-retour. La 6e place est occupée par un lieu dont le nom se passe de commentaires. Et pourtant, la réalité fut pire que ce que le nom suggère. L'île du Diable est la plus petite des 3 îles situées au large des côtes de la Guyane française, sur les pôles nord-est de l'Amérique du Sud. Le bagne français, qui fut établi en 1852, ne se limitait pas à l'île du Diable elle-même. Il s'étendait sur les 3 îles, et profondément dans la jungle continentale. Mais l'île du Diable devint le nom que le monde retint. Parce que l'île du Diable était l'endroit où l'on envoyait ceux qu'on voulait le plus faire disparaître. La colonie était appelée, officiellement, la transportation. En pratique, c'était un système conçu non pas tant pour punir que pour éliminer. La France y envoyait ses criminels, ses prisonniers politiques, et toute personne jugée indésirable vers un lieu d'où le retour était, statistiquement, presque impossible. Le climat tropical accomplissait ce que les murs des prisons d'ailleurs ne pouvaient pas faire. La chaleur, l'humidité, les maladies, la jungle elle-même. La fièvre jaune arriva avec les premières cargaisons de prisonniers. Le paludisme suivit de près. Les premières années de la colonie furent catastrophiques. Les gardiens mouraient presque au même rythme que les détenus. La mortalité fut si sévère au cours de la première décennie que le gouvernement français envisagea brièvement de mettre fin à l'opération. Ils ne le firent pas. Au lieu de cela, ils envoyèrent davantage de prisonniers. Les conditions étaient d'une cruauté méthodique. Les prisonniers étaient affectés à des équipes de travail forcées pour défricher la jungle, construire des routes, que la végétation reprenait ses droits presque aussi vite qu'elles étaient dégagées. La nourriture était insuffisante. Les soins médicaux étaient pratiquement inexistants pendant la majeure partie de l'histoire de la colonie. Les hommes arrivaient déjà affaiblis par le voyage, des semaines en mer dans des navires surpeuplés, et étaient mis au travail immédiatement. L'évasion était théoriquement possible. En pratique, le calcul était tout autre. Les îles étaient entourées d'eau infestée de requins et de courants qui faisaient de la nage vers le continent une condamnation à mort. Le continent lui-même n'offrait aucune sécurité. La jungle était dense, inexplorée, et abritait des maladies qui tuaient plus vite que les gardes ne pouvaient réagir. Une poignée de prisonniers tentèrent de s'évader au fil des décennies. La plupart furent recapturés ou moururent lors de la tentative. Ceux qui réussirent se comptaient sur les doigts d'une seule main. Ceux qui survivaient à leur peine faisaient face à une cruauté supplémentaire directement inscrite dans la loi française.
Une règle appelée le doublage exigeait que les prisonniers condamnés à moins de 8 ans devaient rester en Guyane française pour une période égale à leur peine après leur libération. En hommes libres, en théorie, mais sans nulle part où aller, et sans aucun moyen de partir. Ceux condamnés à 8 ans ou plus étaient tenus de rester pour le reste de leur vie. La liberté était accordée sur le papier. La jungle gardait tout le reste. Le prisonnier le plus célèbre fut Alfred Dreyfus, un officier de l'armée française faussement reconnu coupable de trahison en 1894 lors d'un procès qui exposa l'antisémitisme profond qui gangrénait l'establishment militaire français. Il passa des années sur l'île du Diable, dans une hutte en pierre, enchaîné à son lit la nuit, et interdit de parler à ses gardes. Son éventuelle exonération devint l'un des événements politiques marquants de l'époque. Mais pour la plupart des hommes qui passèrent par la colonie, il n'y eut pas d'exonération. Pas de procès célèbre, pas de sauvetage. La colonie fonctionna jusqu'en 1953. Au cours de ces 100 ans d'histoire, les estimations suggèrent qu'entre 70 et 80 000 personnes y furent envoyées. Le nombre de ceux qui rentrèrent vivants en France n'en est qu'une infime fraction. Les îles sont aujourd'hui accessibles aux visiteurs. La jungle a repris la majeure partie de ce qui fut construit. Les murs de pierre disparaissent dans la végétation. Le métal rouillé se dissout dans la terre. La mer a le même aspect qu'elle a toujours eu, bleue, chaude et complètement indifférente. À mi-chemin de notre liste, la 5e position revient à une île qui se niche dans l'une des plus belles lagunes du monde, visible depuis les rives de Venise, baignée par la même lumière dorée que les peintres ont tant recherchée pendant des siècles. De loin, Poveglia ressemble à n'importe quelle autre petite île de la lagune vénitienne, envahie par la végétation, silencieuse, pittoresque. Mais le sol qu'elle recouvre raconte une toute autre histoire. Poveglia, c'est environ 11 hectares de terre qui ont absorbé plus de souffrances humaines au mètre carré que presque n'importe quel autre endroit en Europe. Son histoire en tant que lieu de quarantaine et de mort remonte à 1348, l'année où la peste noire est arrivée à Venise. La ville, l'un des ports commerciaux les plus actifs de la Méditerranée, n'avait aucune défense contre ceux qui débarquaient de ces navires. En quelques mois, la peste se propageait à travers la population à une vitesse qui submergeait tous les systèmes mis en place par la cité. Les morts devaient être évacués, les mourants devaient être isolés. Poveglia devint la réponse à ces deux problèmes. Les malades étaient conduits sur l'île par bateau. Ceux qui étaient déjà morts y étaient amenés à leur côté. De gigantesques fosses communes furent creusées, remplies et recouvertes. Lorsque la peste revint par vagues successives, et elle revint à maintes reprises au cours des siècles suivants, Poveglia fut à nouveau utilisée. Encore et encore. L'île devint tellement saturée de restes humains que des travaux de construction, réalisés des siècles plus tard, mettaient régulièrement au jour des ossements. Pas de temps en temps, régulièrement. Les estimations du nombre total de personnes enterrées sur Poveglia varient, mais des chiffres supérieurs à 100 000 apparaissent constamment dans les archives historiques et les évaluations archéologiques. La composition du sol de l'île en témoigne. Un pourcentage significatif de ce sur quoi vous marquez n'est pas de la terre au sens conventionnel du terme. C'est un mélange compacté de cendres et d'os, le résidu de crémation de masse effectué sur des générations. En 1793, l'île fut de nouveau utilisée, cette fois comme point de contrôle de quarantaine pour les navires entrant dans la lagune. Tout navire,
présentant des signes de maladie parmi son équipage ou ses passagers, étaient déroutés vers Poveglia. Les gens y étaient détenus, parfois pendant des semaines, dans des conditions qui garantissaient que les malades devenaient plus malades et que les personnes en bonne santé avaient toutes les chances de les rejoindre. La fonction de l'île était le confinement, pas le soin. Puis, en 1922, un hôpital psychiatrique y fut construit. Le choix de cet emplacement, rétrospectivement, semble extraordinaire. Une île imprégnée de siècles de morts de masse dans son sol, accessible uniquement par bateau, isolée de la ville, et quelqu'un a décidé que c'était l'endroit approprié pour héberger des personnes souffrant de maladies mentales. L'hôpital fonctionna pendant des décennies. Les témoignages de cette période sont fragmentaires et difficiles à vérifier en détail. Mais ce qui est documenté, c'est que les patients étaient maintenus dans des conditions qui reflétaient la compréhension médicale et les priorités morales de l'époque. Autrement dit, des conditions qui seraient considérées comme totalement inacceptables aujourd'hui. L'hôpital ferma en 1968. L'île fut abandonnée. Elle est restée fermée au public depuis lors. Le gouvernement italien a périodiquement envisagé de la vendre ou de la développer. Et chaque fois, les projets se sont effondrés. Il y a eu des propositions pour des hôtels, des centres culturels, des projets de réhabilitation. Aucune n'a abouti. La raison officielle de cette fermeture est la préservation. L'île est historiquement importante et structurellement fragile. Les bâtiments se détériorent, le sol est instable par endroits, l'accès est contrôlé. Tout cela est vrai. Mais il y a autre chose que Poveglia communique, simplement par son existence. C'est une île qui a accueilli les indésirables, les mourants, les malades mentaux, et les a gardés. L'eau de la lagune qui l'entoure est la même eau qui borde toutes les autres îles de Venise. La lumière est la même lumière dorée. Mais Poveglia demeure silencieusement à l'écart, envahie par la végétation et verrouillée, et la ville de l'autre côté de l'eau détourne le regard. 4e place. Et celle-ci se distingue de tout ce qui précède, car l'horreur ici n'était pas naturelle. Ce n'était pas la maladie, ce n'était pas l'isolement, ce n'était pas la cruauté lente d'un système pénitentiaire. C'était une décision, prise par des hommes en costume-cravate, dans des bureaux, à des milliers de kilomètres de là. Et les habitants de l'atoll de Bikini n'avaient aucune voix au chapitre. Les îles Marshall se trouvent au centre de l'océan Pacifique, une constellation d'atolls coralliens bas, à peine au-dessus du niveau de la mer. L'atoll de Bikini en est un anneau de petites îles entourant un lagon d'une clarté et d'une couleur extraordinaires. Les systèmes récifaux y sont parmi les plus riches en biodiversité du Pacifique. L'eau est chaude. Les îles sont vertes. Pour les habitants de Bikini, qui y vivaient depuis des générations, c'était tout simplement leur foyer. En 1946, un commodore de la marine des États-Unis arriva et rencontra le chef suprême de l'île, Judas. La rencontre fut brève. Les Américains avaient besoin de l'atoll de Bikini pour leurs essais d'armes nucléaires. Ils formulèrent leur demande avec précaution. Les habitants de Bikini seraient-ils prêts à sacrifier leur île pour le bien de l'humanité, afin de mettre fin à toutes les guerres? Le chef Judas, selon ses propres dires ultérieurs, sentait qu'il avait peu de véritables choix. Il accepta. Son peuple fut déplacé vers l'atoll de Rongerik, à près de 200 kilomètres de là. Rongerik était inhabité. Il était inhabité pour une bonne raison. L'île était trop petite, les sources de nourriture insuffisantes, l'eau douce n'était pas fiable.
Les habitants de Bikini commencèrent à souffrir de la faim presque immédiatement. Les autorités américaines furent lentes à réagir. Au moment où une aide alimentaire adéquate arriva, la communauté avait passé des mois dans une faim véritable, sur une île qu'elle n'avait pas choisie et ne désirait pas. Pendant ce temps, de retour à Bikini, les essais commencèrent. Entre 1946 et 1958, les États-Unis firent exploser 23 engins nucléaires sur l'atoll de Bikini. 23. Ces essais comprenaient certaines des plus grandes explosions nucléaires jamais enregistrées. L'essai Castle Bravo de 1954 fut l'engin nucléaire le plus puissant jamais mis à feu par les États-Unis. Sa puissance était 2,5 fois plus importante que prévu. L'explosion vaporisa entièrement 3 îles. Les retombées radioactives se propagèrent sur des milliers de kilomètres carrés d'océan, contaminant les atolls habités situés sous le vent. Les populations des îles voisines furent exposées à une exposition significative aux radiations. Nombre d'entre elles développèrent des cancers et d'autres maladies liées aux radiations dans les années qui suivirent. Le lagon de Bikini, autrefois l'une des étendues d'eau les plus claires du Pacifique, devint un cimetière de navires de guerre coulés délibérément comme cible. Ils sont toujours là, d'énormes coques d'acier reposant sur le fond du lagon, recouvertes de corail maintenant, habitées par les poissons. Des plongeurs les visitent aujourd'hui. La visibilité est extraordinaire. L'eau est belle. Elle est également toujours mesurablement radioactive. Dans les années 70, certaines familles de Bikini furent autorisées à revenir. Les îles avaient été nettoyées, disaient les fonctionnaires. C'était sûr. Les gens revinrent, commencèrent à reconstruire, commencèrent à manger les noix de coco et les poissons. Puis, des tests montrèrent que la contamination radioactive de leur corps augmentait au lieu de diminuer. La nourriture accumulait du césium-137 du sol. Ils furent évacués de nouveau en 1978, éloignés de leur foyer pour la 2e fois en 30 ans. Le peuple de Bikini vit en exil depuis près de 80 ans. Ils ont reçu des compensations du gouvernement des États-Unis, de l'argent qui n'a jamais été considéré comme adéquat par ceux qui le recevaient et qui ne peut en aucun cas compenser ce qui leur a été enlevé. Leur patrie existe. Les îles sont physiquement là. Les palmiers ont repoussé. Le lagon est aussi bleu qu'il l'a toujours été. Mais le sol se souvient. Les poissons se souviennent. Les noix de coco se souviennent. Et le peuple de Bikini, dispersé sur d'autres atolls et d'autres îles, attend toujours un foyer que la science n'a pas encore déclaré suffisamment sûr pour un retour permanent. Une culture entière, déplacée par une décision qui a pris quelques minutes à être prise. Les conséquences ont maintenant duré plus longtemps que l'existence de la plupart des pays. 3e position. La 3e place sur la liste des îles les plus terrifiantes de la Terre, et Ashima ne la gagne pas avec du poison, des radiations ou des prédateurs préhistoriques, mais avec quelque chose qui ronge plus profondément: l'asservissement complet et total des êtres humains par la machinerie industrielle et l'ambition impériale. L'île d'Ashima, connue sous le nom de Gunkanjima, ce qui signifie l'île du cuirassé, car sa silhouette, vue de la mer, ressemble à un navire de guerre, est un petit rocher au large de Nagasaki. Petite n'est pas une métaphore. L'île mesure moins d'un demi-kilomètre de long et à peine 160 mètres de large. Sur cette surface, au sommet de son activité, vivaient plus de 5000 personnes.
La densité de population était la plus élevée jamais enregistrée sur Terre, plus élevée que Tokyo, plus élevée que Manhattan, plus élevée que n'importe quelle ville ayant jamais existé. L'île était une mine de charbon. Mitsubishi l'a acquise en 1890 et a commencé à creuser des puits directement sous le fond marin. Les gisements de charbon s'étendaient sous le plancher océanique, ce qui signifiait que les mineurs travaillaient dans des tunnels sous le niveau de la mer, écoutant l'océan au-dessus d'eux, extrayant du charbon de veine que la mer pressait de toutes parts. Les puits descendaient jusqu'à plus de 200 mètres de profondeur. La chaleur à ces profondeurs était extrême. La qualité de l'air était médiocre. Le travail était acharné. Pour loger la main-d'œuvre, Mitsubishi a construit vers le haut. Des immeubles d'appartements en béton se sont élevés sur l'île. Parmi les premières grandes structures en béton armé du Japon, construites parce que le bois ne pouvait tout simplement pas résister à l'air salin et aux assauts constants des tempêtes du Pacifique. Les bâtiments étaient serrés les uns contre les autres, sans presque aucun espace. Il y avait des écoles, un hôpital, un cinéma, un salon de pachinko, des jardins sur les toits où les habitants cultivaient le peu qu'ils pouvaient sous le vent salé. De l'extérieur, cela ressemblait presque à une communauté fonctionnelle. De l'intérieur, c'était un endroit d'où il n'y avait pas d'issue pratique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les conditions sur Ashima sont devenues ce que les tribunaux japonais ont depuis formellement reconnu comme du travail forcé. Des travailleurs coréens et chinois ont été amenés de force sur l'île, arrachés à leur foyer, transportés à Nagasaki et embarqués pour Ashima. Ils étaient affectés aux travaux les plus dangereux, dans les puits les plus profonds. Ils vivaient séparément des travailleurs japonais, dans des conditions pires, avec moins de nourriture, sans aucune possibilité de partir. La mer entourant Ashima rendait la fuite presque théorique. Les courants autour de l'île sont forts et imprévisibles. La terre la plus proche est suffisamment éloignée pour que la natation ne soit pas une option réaliste. Les travailleurs qui tentaient de partir sans permission étaient ramenés. Certains n'ont pas survécu à leur tentative. Le nombre exact de décès sur Ashima pendant les années de guerre fait encore l'objet d'un débat historique. Les registres japonais de cette période sont incomplets, et les récits des travailleurs coréens et chinois survivants racontent une histoire que la documentation officielle n'a pas toujours reflétée. La mine a continué à fonctionner après la guerre. Le travail forcé a pris fin. Des travailleurs japonais et leurs familles ont vécu sur l'île durant les années 50 et 60, dans les mêmes tours de béton, descendant les mêmes puits. La vie sur Ashima avait une texture particulière, confinée, bruyante à cause des machines, imprégnée de l'odeur du charbon et du sel, avec l'horizon toujours aquatique dans toutes les directions. Des enfants y ont grandi. Des gens sont tombés amoureux, ont fondé des familles, ont vieilli sur une île plus petite que de nombreux pâtés de maisons. Puis, en 1974, le charbon s'est épuisé. Ou plutôt, le charbon est devenu non rentable par rapport au pétrole. Et Mitsubishi a pris la décision de fermer la mine. La fermeture a été annoncée. L'évacuation a été organisée. Et en l'espace de 3 mois, chaque personne sur Ashima était partie. Ils ont presque tout laissé. Des meubles dans les appartements, des manuels dans les salles de classe, des effets personnels sur les étagères. La rapidité du départ a fait qu'Ashima n'a pas tant été vidée qu'abandonnée, comme si l'île avait simplement exhalé et que tous ses habitants avaient disparu simultanément. Ce qui reste aujourd'hui est l'un des endroits les plus frappants et profondément troublants sur Terre. Les tours de béton s'effondrent lentement, étage par étage, rongés par des décennies d'air salin et d'abandon. Des cages d'escalier
s'ouvre sur le vide. Des pièces sont visibles à travers des brèches dans les murs qui n'étaient jamais destinées à être des fenêtres. Les jardins sur les toits ont disparu, remplacés par des herbes folles, se frayant un chemin à travers le béton fissuré. Et quelque part, dans la trame de toute cette décrépitude, se trouvent les années, les milliers de personnes qui n'ont eu d'autre choix que d'y être, et celles qui sont venues plus tard et l'ont appelé leur foyer. Et ce matin de 1974, où quelqu'un est sorti en dernier et où la porte s'est refermée derrière lui. Ashima est aujourd'hui un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Des touristes la visitent en bateau, guidés le long d'un petit sentier autorisé au bord de l'île. Ils observent les bâtiments de loin. Ils prennent des photos. Ils repartent. L'île, elle, demeure. Deuxième place. Et ce chapitre se distingue de tout ce qui a précédé, car ce qui s'y est déroulé ne s'est pas étalé sur des décennies ou des siècles. Cela s'est produit en une seule nuit. Une nuit de janvier 1945, qui est entrée dans le livre Guinness des records, comme le massacre de masse d'êtres humains par des animaux, le plus catastrophique jamais documenté. L'île de Ramri se trouve au large des côtes de la Birmanie, aujourd'hui le Myanmar, dans le golfe du Bengale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était sous le contrôle des forces japonaises qui y avaient construit des positions défensives sur toute l'île. En janvier 1945, les forces britanniques lancèrent un assaut amphibie pour la reprendre. Les combats furent acharnés, le terrain impitoyable. Une jungle dense, des mangroves, des moustiques porteurs de paludisme, une chaleur qui faisait de chaque mouvement un véritable test d'endurance. Mais l'avancée britannique fut méthodique et écrasante. À la fin de janvier, la position japonaise était devenue intenable. Une force japonaise d'environ 1 millier de soldats dut prendre une décision. Se rendre. Ce que la culture militaire japonaise de l'époque considérait comme profondément déshonorant, presque impensable, ou tenter de battre en retraite à travers les mangroves qui couvraient une partie significative de l'intérieur de l'île, afin de rejoindre les forces du continent, toujours fidèles à leur commandement. Ils choisirent les mangroves. Ce qu'ils n'avaient pas pleinement pris en compte, c'était ce qui vivait dans ces mangroves. Les mangroves de l'île de Ramri abritent des crocodiles marins, les plus grands prédateurs reptiliens de la planète. Les crocodiles marins ne sont pas les crocodiles des documentaires animaliers qui se prélassent sur les berges sous le soleil de l'après-midi. Ce sont des chasseurs, à l'affût, d'une patience et d'une puissance extraordinaires, capables de rester totalement immobiles sous l'eau pendant de longues périodes, capables de s'attaquer à des proies faisant plusieurs fois leur propre taille, capables de se déplacer en eau peu profonde avec un silence qu'il est réellement difficile de croire tant qu'on ne l'a pas soi-même constaté. Les mâles adultes atteignent des longueurs de 6 mètres, voire plus. Ils sont présents dans ces eaux depuis des millions d'années. Ils sont, dans leur environnement, essentiellement parfaits. La colonne japonaise pénétra dans les mangroves la nuit. Cette décision, qu'elle fût prise par désespoir, calcul tactique ou simplement par manque de meilleures options, s'avéra catastrophique. Les mangroves la nuit sont un monde totalement différent de ce qu'elles sont de jour. La visibilité tombe à presque rien. L'eau, qui atteint par endroits la hauteur de la poitrine, dissimule tout ce qui se trouve sous sa surface. La boue agrippe les bottes et réduit le mouvement
à une lente reptation. Le bruit d'un grand groupe, se déplaçant dans l'eau, se propage dans toutes les directions et révèle à tout ce qui écoute exactement où vous vous trouvez. Les forces britanniques avaient positionné des embarcations aux abords des mangroves, bloquant les issues vers la mer. Ils attendaient. Tout au long de la nuit, ils entendirent des bruits provenant de l'intérieur. Des bruits qui n'étaient pas des tirs, pas le vacarme d'un engagement militaire. Des cris soutenus, chaotiques, qui se déplaçaient, puis s'arrêtaient, qui éclataient, puis se coupaient net. Le genre de bruit qui vous disent, même à distance, que quelque chose se passe qui n'a rien à voir avec la guerre au sens conventionnel du terme. Au matin, les forces britanniques entrèrent en action. Sur l'approximativement 1 millier de soldats japonais qui avaient pénétré dans les mangroves, environ 400 en émergèrent ou furent retrouvés, capturés, blessés ou morts de blessures compatibles avec une attaque animale. Les 600 autres avaient disparu. Certains s'étaient certainement noyés. D'autres étaient morts d'autres causes dans l'obscurité et la confusion. Mais les preuves matérielles et les récits des soldats britanniques qui furent témoins des conséquences indiquaient une prédation de crocodiles à une échelle sans précédent documentée. Bruce Stanley Wright, un naturaliste servant au sein des forces britanniques, documenta ce qu'il observa. Il décrivit les sons de la nuit, l'état de ceux qui émergèrent et le comportement de la population de crocodiles dans les jours qui suivirent. Son récit est la source principale de ce qui s'est passé à Ramree cette nuit-là, et c'est un document au langage clinique et profondément troublant par ce qu'il décrit. L'entrée du livre Guinness des records cite Ramree comme le lieu du plus grand désastre subi par des humains dû à des attaques d'animaux. La catégorie elle-même, le plus grand désastre subi par des humains dû à des attaques d'animaux, existe en grande partie à cause de cette seule nuit. Cela vaut la peine de s'y attarder un instant. Pas les chiffres, pas le record, mais la réalité spécifique de ce que ces chiffres représentent. Une colonne d'êtres humains se déplaçant dans l'obscurité et l'eau, et la mangrove qui décide, méthodiquement, qu'elle ne les voulait pas là. L'île est aujourd'hui silencieuse. Les mangroves sont toujours là. Les crocodiles sont toujours là. L'eau a le même aspect qu'en janvier 1945, sombre, immobile et ne révélant rien. Et nous y voilà. Première place. L'île la plus terrifiante de cette liste et la seule au monde où le gouvernement du pays auquel elle appartient l'a rendue officiellement, légalement et de manière permanente interdite aux visiteurs civils. Non pas déconseillée, non pas réglementée, interdite. Parce que des gens s'y sont aventurés et n'en sont jamais revenus. Queimada Grande se trouve dans l'océan Atlantique, à environ 33 km au large des côtes de l'État de São Paulo, au Brésil. Ce n'est pas une grande île, environ 43 hectares de roches, de forêts et de végétation de maquis s'élevant de l'Atlantique Sud. D'un bateau, à la bonne distance, elle ressemble à n'importe quelle autre petite île côtière. Verte, tranquille, sans particularité. Le genre d'endroit que l'on pourrait désigner du doigt en se disant « Je me demande ce que ça cache ». La réponse est la suivante. Elle abrite entre 2000 et 4000 spécimens de Botrop insularis, la vipère fer de lance dorée. Une espèce qui n'existe nulle part ailleurs sur Terre. Une île qui, selon la section de terrain que l'on traverse, abrite un serpent par mètre carré de surface. Dans certaines zones, la densité est encore plus élevée. La vipère fer de lance dorée n'est pas simplement un serpent venimeux comme la plupart des serpents venimeux le sont. Son venin est un problème d'une catégorie particulière.
Le Bothrops insularis a évolué en isolement sur Queimada Grande pendant des milliers d'années, développant un venin significativement plus puissant que celui de ses plus proches parents du continent, estimé à 3 à 5 fois plus puissant que les espèces de fer de lance déjà dangereuses que l'on trouve en Amérique du Sud. Le venin est hémotoxique, ce qui signifie qu'il attaque la capacité du corps à coaguler le sang. Les tissus meurent, les organes lâchent. Sans traitement, lequel n'est pas disponible sur une île située à 33 km de la côte, la progression est rapide et l'issue ne fait aucun doute. Les serpents sont partout, dans la litière de feuilles au sol, dans les branches des arbres, parce que la vipère fer de lance dorée a évolué pour chasser les oiseaux migrateurs qui atterrissent sur l'île, ce qui signifie qu'elle a appris à grimper et que les surfaces verticales n'offrent donc aucune sécurité. Dans les rochers le long du rivage, dans la végétation qui recouvre chaque surface qui n'est pas de la pierre nue. Traverser Queimada Grande sans rencontrer un serpent n'est pas une question de prudence ou d'habileté. C'est, sur toute distance significative, essentiellement impossible. Comment cette situation a-t-elle pu exister? La réponse est la géologie et le temps. Queimada Grande était autrefois relié au continent brésilien. Alors que le niveau de la mer s'élevait après la dernière ère glaciaire, il y a environ 11 000 ans, l'île fut coupée du continent. La population de serpents, déjà présente, s'est retrouvée isolée, avec une source de nourriture fiable, sous forme d'oiseaux migrateurs, et finalement, sans prédateurs naturels. Ils ont prospéré. Ils se sont multipliés. Ils ont évolué. Au fil des millénaires, l'île est devenue la leur, d'une manière que très peu d'endroits sur Terre appartiennent à une seule espèce. Le phare de Queimada Grande fut construit en 1909 et automatisé au cours du XXe siècle. Avant l'automatisation, des gardiens de phare y étaient postés. Les récits de ce que c'était de vivre sur l'île, trouver des serpents à l'intérieur du phare, dans les vêtements, enroulés dans les coins, tombant des poutres du plafond, sont documentés dans les archives de la marine brésilienne qui administrait le phare. Il existe des récits, non vérifiés mais persistants, de gardiens et de leurs familles mourant de morsures sur l'île. Le gouvernement brésilien ne confirme pas d'incidents historiques spécifiques, mais la décision d'automatiser et de retirer tout le personnel en dit suffisamment long. Aujourd'hui, l'accès à Queimada Grande est contrôlé par la marine brésilienne. Un petit nombre de chercheurs scientifiques sont autorisés à visiter chaque année, sous des protocoles stricts et avec un équipement médical adapté à la menace spécifique que représente l'île. Le littoral plus large est patrouillé pour empêcher les débarquements non autorisés. Les pêcheurs de la région connaissent bien l'île. Ils la connaissent de réputation, par sa proximité, par les histoires qui se sont accumulées autour d'elle au fil des générations. Ils ne s'y arrêtent pas. Il y a une qualité particulière au danger qui est vivant. Les radiations ne vous observent pas. La maladie ne suit pas vos mouvements. La mer est indifférente à votre présence. Mais Queimada Grande est couverte de créatures qui détectent la chaleur, qui repèrent le mouvement, qui réagissent à la proximité avec toute l'efficacité de millions d'années de raffinement évolutif. Chaque mètre carré de cette île est occupé par quelque chose qui, à ses propres termes, est exactement là où il doit être. Vous êtes la chose qui n'a pas sa place là-bas. Et l'île, à sa manière silencieuse, patiente, entièrement biologique, l'a toujours su. Écrivez dans les commentaires. Sur quelle île de cette liste ne mettriez-vous jamais les pieds
pour aucune somme d'argent. Je connais déjà ma réponse.